l'attribution donc de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et qui fait polémique. Alors comment cette Coupe du Monde a-t-elle été attribuée? Sur quels critères? Eh bien on en parle ce soir avec nos invités. Claude Leroy, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les critères d'attribution d'une Coupe du Monde à un pays? Subjectif, dirons-nous. Savoir qu'il y a 22 membres. Ça va changer pour la prochaine élection, parce que ça sera tous les représentants de fédérations qui voteront, donc plus de 200 votes, mais il y a 22 membres au comité exécutif qui votent, qui se réunissent pour doter l'attribution de la Coupe du Monde à tel ou tel pays. Et là, il y a eu la grosse erreur de doter la Coupe du Monde à 2 pays en même temps, lors de la même journée, 2018 la Russie et 2022 le Qatar. Bien évidemment, mais comme dans tout, il faut quand même se rappeler comment ont été désignés les Jeux Olympiques de Londres au détriment de Paris. Là aussi, il y a eu un lobbying forcené. Alors après, est-ce que c'est le lobbying à l'anglo-saxonne parfaitement organisé? Est-ce que c'est de la corruption derrière? On peut le supposer. Il y a des Vous pensez que le Qatar, par exemple, a acheté des pays? C'est ce que disait le Wall Street Journal. Il disait, par exemple, l'Argentine aurait versé 60 millions d'euros pour obtenir un... C'est possible qu'ils aient fait des promesses de camps d'entraînement, de participation à Aspire, leur camp d'élite, pour former justement cette équipe de 2022 où ils prennent les meilleurs joueurs. Et ça peut être la paupérisation du football africain. Prendre les meilleurs joueurs d'une génération dans certains pays d'Afrique pour les faire venir à Doha, dans cette académie Aspire, pour préparer une équipe de très haut niveau pour la Coupe du Monde. Peut-être qu'ils ont fait des grandes promesses. Maintenant, c'est pas moi qui vais dire qu'il y a eu de la corruption. Ce serait quand même tellement abominable de dire des choses qu'on ne connaît pas du tout. C'est ce que certains le supposaient, qu'ils ont pu infléchir les votes de certains membres de ce comité exécutif, puisqu'ils ont, si je me souviens bien, ils ont eu 14 voix contre 8 au moment de leur élection. Peut-être que certains sont plus fragiles que d'autres au moment d'une élection. Oui. Pascal Boniface, il y a des rumeurs qui affirment que le Qatar aurait négocié avec Nicolas Sarkozy, qu'il y aurait eu une réunion à l'Élysée avec Michel Platini, et que ça aurait été en échange du rachat du PSG contre... Le terme de rumeur est tout à fait exact, effectivement, parce qu'on parle d'un fait précis avéré pour dire n'importe quoi. Le fait précis avéré, c'est qu'il y a eu un déjeuner entre Nicolas Sarkozy, l'émir du Qatar, et Michel Platini. Mais Michel Platini, il a besoin de personne pour voir des chefs d'État. Il en voit tous les jours. Et les chefs d'État font la queue pour voir Michel Platini. Donc Michel Platini, et vous croyez que Michel Platini va obéir à Nicolas Sarkozy, qui va lui dire « tu vas voter pour le Qatar » parce qu'ensuite, c'est des entreprises françaises qui vont construire au Qatar, etc. Le boulot de Sarkozy, c'est de défendre les intérêts économiques français par rapport au Qatar. Le boulot de Platini, c'est de défendre le football. Et donc, oui, ce déjeuner a eu lieu, mais y voir une sorte de complot énigmatique dans lequel un président aurait donné des instructions au président de l'UEFA, dans le rapport bilatéral entre Platini et Sarkozy, je ne suis pas sûr que Platini soit le plus faible, même lorsque Sarkozy était président. Et je ne crois pas, très honnêtement, que Michel Platini soit homme à recevoir des instructions pour savoir pour qui voter. Par contre, Platini a dit qu'il avait publiquement voté. Il a dit publiquement qu'il avait voté pour le Qatar. Peut-être aurait-il mieux fait de garder le secret. Il a joué à la transparence. Il a voté pour le Qatar pour des raisons qu'il a indiquées, qui sont les mêmes que Sepp Blatter. C'est une fois encore sur la conquête du football de territoires dans lequel il n'est pas encore réellement bien implanté et de pousser les limites de l'empire du football le plus loin possible. Nabil El-Nesri, est-ce qu'il y a des intérêts économiques autour de cette attribution du Coupe du Monde, la Coupe du Monde? Il y en a. Le Qatar a annoncé il y a quelques mois qu'il projetait d'investir 200 milliards de dollars d'investissement dans les grandes infrastructures pour pouvoir mettre le pays en ordre de marche afin d'accueillir dignement la compétition donc en 2022. Donc c'est évidemment un chiffre extrêmement fort. Donc vous avez beaucoup de chefs d'État et également de grandes entreprises, des multinationales occidentales et européennes notamment, qui se pressent au Qatar pour pouvoir rafler une partie des contrats. Ce qui revient au débat précédent, c'est que dans la chaîne de responsabilité qu'il faut pointer s'agissant du sort des ouvriers étrangers, vous avez naturellement la part de l'État qatari qui est écrasante, mais également ces multinationales qui profitent, entre guillemets, du droit du travail, un petit peu, très, très liberticide s'agissant des ouvriers, et que je pense qu'il faut délier un peu l'ensemble des responsabilités. Donc, encore une fois, c'est un grand marché, c'est un grand gâteau, et puis, quand les chefs d'État se pressent au Qatar, très peu parlent des droits de l'homme. Et donc, ça, c'était aussi une question à poser quant à l'hypocrisie qui règne chez un certain nombre de chefs d'État. En tout cas, Sepp Blatter, donc président de la FIFA, a affirmé dans le quotidien allemand Die Zeit qu'il y a eu dans cette attribution des influences politiques directes, Claude Leroy. Oui. Et certains disent, alors après il y a toutes des histoires au sein de la FIFA, certains disent que Blatter finalement veut faire aussi le vide alors là, il y a des règlements de compte personnels entre Blatter et Platini. Il y a une élection qui arrive. Les élections à la tête de la FIFA se profilent pour 2015, je crois. Platini pourrait être candidat. Sepp Blatter
tout en disant qu'il a fait son dernier mandat, reprendrait bien quand même un petit morceau pour quelques années. Pour faire la et donc, route, sa mise en accusation de Michel, indirecte, mais quand même très ciblée, de Michel Platini, et donc du Qatar, se déroule également dans ce fond de crise de succession. Mais une fois encore, qu'il y ait des pressions politiques pour l'attribution d'un événement aussi important que la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, mais ça existe depuis le départ. Sepp Blatter, tout d'un coup, à son âge, semble découvrir que la géopolitique et le sport sont mêlés. La belle découverte, c'est depuis le départ. Non, là, il fait un grand numéro d'équilibriste parce qu'il connaît ça par cœur. Mais bon, il y a ces rumeurs dont on parle, effectivement, dont tout le monde se sert. C'est la même chose pour le Qatar, où très longtemps, on a dit qu'Al Jazeera, c'était la télévision porte-parole officielle d'Al-Qaïda. C'était un peu la rumeur qu'on entendait partout. Ah oui, Al Jazeera, alors que souvent, ils les ont mis en fragilité, justement, le mouvement Al Jazeera. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. C'est quand même la chaîne du Qatar, Claude Leroy. Ils défendent quand même, c'est la chaîne la politique du... C'est la chaîne du Il y a des événements, il focalise... Ou en arabe. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a un distinguo. Oui, absolument. Mais c'est la chaîne du Qatar, mais ils ont pris des positions quand même qui étaient assez... Justement, c'est la chaîne du Qatar, pas d'Al-Qaïda. Oui. C'est tout à fait différent. Puis CNN est la chaîne des États-Unis. Oui. Donc c'est pour ça que je pense Et puis France 24, allez. on focalise sur eux quelquefois un peu durement. Oui, je vous sens, vous êtes un grand défenseur du Non, Qatar. pas du tout. Moi, j'ai Leroy, aucun ce intérêt soir. particulier au Qatar, mais j'ai vécu dans ces pays, j'ai vu comment les choses se passaient, j'ai vu comment les choses évoluaient. Bien évidemment, il y a Pourtant, la beaucoup de situation, choses... j'ai lu, était très différente à Oman, que c'est quand même un pays beaucoup plus, Oui, non, plus ouvert, plus démocratique. Mais pourquoi? plus, Parce qu'ils sont passés de vous étiez 1970 à maintenant, de l'obscurantisme le plus total, avec un sultan qui était véritablement, lui encore, au 19e siècle, avec son fils qui l'a renversé, qui a ouvert ce pays, qui a créé un opéra extraordinaire, qui a fait valoir la culture, qui a fait développer le sport féminin et tout. Donc On aurait peut-être pu organiser la Coupe du Monde à Oman, non, mais je pense qu'on aurait pu l'organiser dans tout le Golfe. Oui. Je pense que tous les pays du Golfe auraient pu être Le organisateurs. problème, c'est que la rivalité qu'il y a Voilà. entre eux Évidemment. a empêché une Oui. candidature commune. Et parce qu'ils sont... On les voit comme étant un bloc uni, ils sont très rivaux et quelques pays du Golfe ne sont pas mécontents. Des problèmes rumeurs qatariens aujourd'hui, alimentent peut-être des rumeurs contre le Qatar. Donc c'est bien sûr, c'est quand même tout à fait net, quoi. Jean-Marie Fardeau, ce tweet d'un internaute, le football, il n'y a que l'argent qui compte, quitte à s'asseoir sur l'éthique, la morale et à vénérer la corruption. Je n'ai pas de commentaire particulier sur le fond du tweet. On ne fait pas le mandat pour dire si le football est corrompu ou s'assoit sur les principes. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, et la FIFA et le Qatar ont une responsabilité très lourde. Le Qatar a cherché à avoir cette Coupe du Monde, donc quelque part, il est allé au-devant des problèmes et de son exposition au monde entier, de ses limites, de ses fragilités, de ses mauvaises législations, de son incapacité à respecter les droits de l'homme. Et donc, vous, Jean-Marie Fardeau, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Ce comité donc, exécutif de la FIFA qui se réunit, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez à ce ce comité exécutif de la FIFA fasse pression sur le Qatar pour qu'il s'aligne justement sur la législation internationale du droit du travail, hein? Oui, effectivement, Oui. Ça serait bien que Ça serait la bien, mais FIFA... vous y croyez pas trop. législation Mais vous y croyez pas trop. internationale, Ils vont pas faire des salaires américains ou des salaires français. non. Ils vont pas. Bon. Non, mais Et si quand vous multipliez vous par dites deux que ou trois, le tweet de votre internaute Multiplié me par paraît- 2 ou 3. Oui, le tweet de votre internaute est quand même réducteur. C'est toujours facile de tout mettre sur le dos du football, de dire que le football, c'est que la corruption, etc. C'est quand même vraiment, là aussi, un réflexe un peu intellectuel français de mépris du sport, qui là, dans le cas du Qatar, se double de mépris des Arabes. Donc si on n'aime pas le sport, les Arabes, la Coupe du Monde au Qatar, c'est vraiment un cadeau extrêmement important. Mais le fait est que la situation des travailleurs n'est pas meilleure en Arabie Saoudite ou dans les Émirats Unis. On ne parle que du Qatar. Donc ça prouve bien l'inverse. Ça prouve bien que la visibilité que donne le sport donne une pression supplémentaire pour améliorer les choses. Et effectivement, vous dites que la Russie et la Chine n'ont pas amélioré les situations parce que ce sont des pays qui sont assez peu sensibles aux pressions extérieures, qui n'ont pas tout à fait le même poids stratégique et public que le Qatar. Et le Qatar, lui, s'il a voulu avoir la Coupe du Monde, c'est pour exister sur la carte, pour être populaire. Et donc, s'il est critiqué, il va corriger cela. Tout ce que je veux savoir, Allez, Jean-Marie Fardeau, tout ce que je veux quand savoir, même. c'est sur les 200 milliards dont on parlait tout à l'heure, combien vont revenir aux travailleurs migrants qui vont tout faire pour que cette Coupe du Monde existe? Et on veut la transparence. On veut qu'il y ait des observateurs indépendants qui aillent voir ce qui se passe
pendant cette construction. Le monde entier a les yeux tournés vers ce pays. Il a endossé une responsabilité considérable en acceptant cette Coupe du Monde. On n'a pas forcé à prendre la Coupe du Monde. On n'a pas forcé la Russie à prendre les Jeux de Sochi. Non, mais il y avait faut pas que ces pays s'étonnent. Immigrés avant la Coupe du Monde. Ah ben, bien sûr, il y en avait 1 million, il y en aura 2 millions. Combien vont-ils gagner pendant la préparation de la Coupe du Monde? Quelle est la part du gâteau qu'ils vont avoir? Si elle est misérable, eh bien, on se doit de le dénoncer. Et ils ont largement les moyens. Ils investissent 30 milliards au moins de fonds d'investissement chaque année à l'extérieur. Ce pays a largement les moyens aujourd'hui d'offrir des conditions décentes. On ne demande pas que ce soit la Norvège pour tout le monde. On demande simplement que les gens soient dans une vie décente et que ce ne soit pas une morgue, l'ambassade du Népal à Doha, où d'ailleurs l'ambassadeur, sauf erreur de ma part, a été rappelé au Népal parce qu'il a parlé un peu trop sur ce qu'il pensait du Qatar. Allez, ce tweet d'un internaute, parce qu'on donne tous les avis. La Coupe du Monde au Qatar va permettre de traiter le sujet des droits de l'homme et des libertés individuelles dans les pays du Golfe. Voilà, Pascal Boniface, un internaute qui pense comme vous. Nabil El-Nasri, vous vouliez réagir justement. Oui. Est-ce que vous pensez que l'argent que va engranger le Qatar à l'issue de cette Coupe du Monde, est-ce que cet argent va justement être un peu redistribué, notamment à ces travailleurs migrants? Est-ce qu'ils vont avoir, comme le disait Jean-Marie Fardeau, leur part du gâteau? En tout cas, on l'espère. Et puis, quand on parle de l'ensemble de ceux qui travaillent au Qatar pour pouvoir mettre le pays, encore une fois, en leur dommage pour la Coupe du Monde, il y a naturellement les ouvriers qu'on vient d'évoquer, dont la condition, encore une fois, est déplorable, mais en même temps, il y a tous ces expatriés occidentaux qui vont au Qatar et qui profitent un petit peu de l'essor économique de ce pays. Par exemple, vous avez une entreprise française qui va envoyer 600 familles prochainement au Qatar pour pouvoir construire le métro d'une ville nouvelle qui s'appelle Lusail. Et puis, on ne les entend pas parler par rapport à cette question donc, de la condition des ouvriers. Maintenant, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure par rapport à la corruption. On dit que c'est un Qatargate qui a été proposé par la FIFA. Moi, je parle plutôt de FIFA-gate, parce que s'il y a corruption, c'est le système qui le permet. Le Qatar a profité un petit peu des zones grises qu'il y avait dans la pratique de la FIFA, dont tout le monde sait que c'est un fonctionnement plus ou moins semi-mafieux, et les accusations de corruption autour de la FIFA, autour du Qatar plutôt, on pourrait les transposer, les projeter sur la Russie. Or, et là je rejoins sur ce que disait tout à l'heure, beaucoup de focalisation sur le Qatar, très peu sur la Russie. Or, le vote a été fait en même temps. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut pointer du doigt, c'est un dysfonctionnement lancinant de la FIFA qui est parfois loin de l'éthique du sport qu'on se... Voilà. Leroy, je crois que vous réagissiez à ça, la FIFA qui est parfois loin de l'éthique. Moi, je suis quelqu'un du foot, donc c'est toujours compliqué, pas par peur de prendre mes responsabilités, je les ai toujours prises, mais de parler de choses que moi je ne connais pas. Moi, je ne suis pas dans les instances de la FIFA, j'ai fait des conférences pour la FIFA dans le monde entier, mais je n'ai jamais participé à un vote ou été intégré à quoi que ce soit là-dedans. Moi, je suis allé avec mon baluchon faire du foot et parler du foot partout. Moi, je pense qu'on focalise encore sur la FIFA, mais quid du CIO au moment de la désignation des villes pour les Jeux Olympiques? Là, ce ne sont pas des pays. Moi, je reviens pour dire qu'on est tous, il y a un consensus pour dire qu'on souhaite que cette Coupe du Monde permette à tous les travailleurs immigrés qui sont au Qatar d'améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de transport, qui sont déjà améliorées. Il y a 20 ans, ils étaient dans des camions bâchés, on avait l'impression que c'était des animaux. Ça faisait mal au cœur. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je voyais ça, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais tout ça pour revenir, quand je parlais de l'absolu, du relatif, savoir que la première fois que je suis allé en Afrique du Sud aussi, pour donner un exemple, avec les joueurs camerounais, ce dont on parlait en France toujours, ces abominables townships, alors c'est pas pour dire que c'est un bien, mais mes joueurs camerounais qui pour la première fois découvraient l'apartheid de l'Afrique du Sud, disaient mais c'est quand même beaucoup mieux que dans les quartiers à Yaoundé ou à Douala. Donc il faut toujours relativiser par rapport à ce qui existe. Il y a des progrès à faire, il y a des progrès énormes à faire. Il faut se battre maintenant pour que ces progrès soient faits pour tous ceux qui vont travailler pour la réussite de cette Coupe du Monde 2022. Et il y a du boulot à faire. Et je pense qu'ils sont tellement en recherche d'image, le Qatar, que tout ce qui se passe en ce moment avec Human Rights, pour mettre un peu le point sur ce qui fait mal, ça va évidemment faire améliorer les choses et les accélérer dans la façon dont on va tenir compte des travailleurs immigrés au Qatar. Bien évidemment, ça va être très important. Une question aux experts. Allez-y, Jean-Marie Fardeau. Ah, mais allez-y. Une seconde. Est-ce que le nouvel émir, est-ce qu'il a une carte à jouer? Est-ce qu'elle a un peu de main un peu plus libre? Est-ce que justement il ne peut pas avoir un coup politique à faire dans son pays? Et il est dans l'état de grâce où il est aujourd'hui. Vous êtes plein d'espoir, Jean-Marie Fardeau. Avoir... Oui, il a une carte à jouer parce que c'est lui qui porte le projet football au Qatar. C'est lui qui possède le Paris Saint-Germain. C'est lui qui a porté
porté la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde. Donc c'est quelque part son bébé, la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et puis l'époque change aussi. Plus qu'un changement de génération, c'est un changement d'époque parce que le Qatar s'intègre de plus en plus dans le jeu mondial avec les avantages et également les obligations. Et sa femme a joué un rôle très important. Oui. On constate. Nabil si on veut que le Qatar améliore, il faut avoir, non pas par rapport à lui, une réaction de dire qu'il est illégitime et le condamner en bloc, et dire de toute façon, vous ne méritez rien, etc., mais dire, OK, vous avez la Coupe du Monde, donc maintenant, assumez vos responsabilités. Mais si on part dès le départ du point de vue qu'il ne mérite pas de la Coupe du Monde et qu'il faut lui retirer, il ne faut pas espérer avoir les améliorations. Donc il faut engager un dialogue constructif avec ce pays sur ces points de Avec des échéances. Il faudrait dire en 2016, il faut qu'on ait obtenu, faut qu'ils aient fait bouger telle ou telle législation. En 2018, il faut être sûr que est-ce que vous avez un contact avec les autorités du Qatar? Bien sûr. Oui. Donc vous pouvez faire passer ces messages. Mais on est moins bien placé, on a moins de pouvoir et d'influence que les autorités de notre pays qui apparemment entretiennent des relations proches. Le nouveau émir se reconcentre davantage sur les affaires intérieures du Qatar et délaisse un petit peu l'activisme international débordant qui était celui de son père lors de l'accession, lors le pouvoir de Cheikh Hamad. Maintenant, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que certainement il va utiliser cette pression internationale pour pouvoir réformer la chose. Et puis il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se faire. Vous avez un nouveau camp qui a été construit d'ouvriers en 2010 qui permet d'accueillir 56 000 ouvriers, le camp Baroua, dans de nouveaux espaces au Qatar, où la condition est beaucoup plus meilleure que celle qu'elle ne l'était auparavant. Donc on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Je pense que le Qatar finira par avoir cette Coupe du Monde dans des conditions plus finira, mais elle va l'avoir cette Coupe du Monde quand même. La question ne se pose pas de savoir si on peut lui retirer. Ça n'est jamais arrivé qu'on retire à un pays une Coupe du Monde qui a été attribuée. Et puis comme message en termes de relations internationales, de retirer la Coupe du Monde au Qatar pour la donner aux États-Unis ou en Australie, bref, un pays occidental. Disons que pour les partisans du choc des civilisations, c'est un cadeau, quelle que soit l'époque. Donc il vaudrait mieux ne pas aller là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça aussi, Claude Leroy? Vous pensez qu'on ne retirera pas cette Coupe du Monde au Qatar? Mais il faut que ça ait lieu en 2022, en hiver, ou au début 2022, et les lamentations là, ça va être discuté, et les jérémiades du football anglais parce qu'ils n'auront plus leur Boxing Day, ça paraît ridicule, ça paraît grotesque. Ça peut avoir lieu au début 2022 ou à la fin de 2022, et peu importe ce qui se passera de la Coupe d'Afrique des Nations qui a déjà eu lieu au mois de mars, pendant de très très nombreuses éditions, donc ça posera aucun problème. Des Jeux Olympiques, c'est facile d'alterner Jeux Olympiques et Coupe du Monde, donc il y a tous les moyens de le faire, et c'est vrai, ça sera beaucoup mieux de faire tous les matchs en juillet, en août, en Europe, quand il fait beau, plutôt que de se cailler au mois de novembre, au décembre ou en janvier, quoi. Vous êtes d'accord, Pascal Boniface? Oui, parce que les bonnets, les gros manteaux, ça commence à bien faire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, d'avoir parlé du Qatar et du football. Merci beaucoup, Claude Leroy, d'être venu. Vous allez aller où prochainement dans toutes vos pérégrinations? Afrique-Asie, je ne sais pas, ça va se décider dans les prochains jours. C'est un retour en Afrique. J'ai toujours fait un petit temps en Afrique, puis un petit temps en Asie. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci également à tous les trois. Vous restez là. Claude Leroy, vous, je sais que vous devez partir parce qu'il y a un train qui vous attend. On va retrouver Karim Yayaoui. On va parler encore du Qatar et de cette Coupe du Monde. On a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Alors, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information aussi. Là, on découvre ensemble le site de RFI avec cette inquiétude. Le mondial au Qatar, est-ce que c'est une équation insoluble? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de titres qui sont assez pessimistes. Sur les réseaux sociaux, on partageait notamment cette une du Parisien, coup de chaud sur le mondial au Qatar. On revient sur toutes ces difficultés, toutes ces rumeurs de corruption qui ont accompagné très rapidement le choix de ce Qatar 2022. Et puis cette éventualité de jouer cette Coupe du Monde en hiver. L'hiver qu'a choisi comme un symbole France Football, le qatarclisme. Alors c'est un peu pompeux comme titre, avec ces petits glaçons pour symboliser l'hiver. Alors France Football qui se présente un petit peu comme le journal qui a parlé le premier de ce Qatargate en évoquant ces affaires de corruption. Alors c'est plutôt pessimiste globalement, d'autant plus qu'il y a cette affaire qui a été soulevée par le Guardian il y a quelques jours, le sort de ces ouvriers dont on parle sur ce site internet franceguyane.fr, les ouvriers morts au Qatar hantent la FIFA. Et dans cet article, on retrouve la réaction du porte-parole de la FIFA, un brin hypocrite, puisqu'il explique que ces ouvriers qui sont morts n'étaient pas en train de travailler sur les stades qui
accueilleront la Coupe du Monde 2022, puisqu'on n'est pas encore en train de travailler sur ces stades, mais tout de même sur des infrastructures qui sont liées à ce projet. Alors, du côté des autorités qataries, eh bien, le journal El Watan s'est fait l'écho des dénégations, du rejet de cette enquête du Guardian. On explique que tout ça, ce sont des allégations. Pourtant, vous en avez parlé, je pense, dans votre débat, la position d'Amnesty International qui nous explique que l'exploitation est une pratique banalisée, il n'y a pas de doute là-dessus, elle est bel et bien présente au Qatar. Et le Guardian qui revient sur ces Népalais et leurs conditions de travail. Cette fois-ci, ils expliquent dans les colonnes du Guardian le travail de certaines ONG qui veulent faire prendre conscience à ces travailleurs de leurs droits, mais aussi des ONG qui sont capables de les former pour acquérir des compétences et éventuellement repartir vers le Népal pour essayer de trouver un travail décent. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, les réactions étaient nombreuses. Alors, des réactions plutôt hostiles. On partageait cette photo des quelques manifestants qui s'étaient rassemblés aux abords de la FIFA. Pas de Coupe du Monde sans droit pour les travailleurs. Et puis, toujours des tweets comme celui de Zishan qui dit eh bien, il faudrait tout simplement qu'elle ait lieu ailleurs, cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de tweetos qui parlaient de boycott, mais il y a aussi des tweetos qui expliquaient que c'est bien dommage parce que c'était la première Coupe du Monde qui avait avoir lieu en terre musulmane et que pour le symbole, c'était quelque chose qui aurait pu être fort, qui sera peut-être fort parce que je parle comme si elle était annulée. En tout cas, je vous montre aussi ce tweet d'Alexis Corbière du Front de gauche qui dit « Travail forcé, mort au travail, dictature, que faut-il de plus pour boycotter cette Coupe du Monde ?» 2022, et puis certains qui font référence à celle de 78, parce que certains tweetos considèrent que le Qatar est une dictature et qu'en 1978, la FIFA y était allée sans beaucoup de réticence. Donc beaucoup de tweets assez hostiles. Et on ne balance pas les gens d'hélicoptère au Qatar. Comparer la dictature argentine de 78 et le Qatar me paraît quand même une erreur politique majeure. Alors en tout cas, c'est une comparaison qui était pourtant assez présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai qu'elle peut être un petit peu tirée par les cheveux, mais il reste que le Qatar est tout de même dans l'œil du cyclone et régulièrement critiqué pour certains. Jeu de Berlin très bientôt, je pense. Allez, on revient en France pour évoquer Marine Le Pen qui continue sa stratégie de dédiabolisation. Alors, on en parle notamment sur le site du Parisien. Marine Le Pen conteste désormais l'étiquette d'extrême droite accolée au Front National. Elle explique que c'est pratique parce que finalement, avec cette étiquette d'extrême droite, on a Breivik, on a le Front National et puis on a aussi tout un tas de groupuscules d'extrême droite. Alors, évidemment, sur les réseaux sociaux, on a réagi à cette tentative d'une étape de plus dans la dédiabolisation. Avec un hashtag « Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite ». Et évidemment, là, on s'en donne à cœur joie. Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Et moi, je vais au travail nu à dos de licorne, arc-en-ciel, tout en faisant des caca papillons. Et puis cet autre tweet de Michel Sardou. Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Et moi, je suis un chanteur d'extrême gauche. Il y en a beaucoup comme ça. Je ne vais pas tous vous les faire. Pascal Canfin, l'écologiste, qui dit Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Et moi, je pense que le changement climatique n'existe pas. Alors tout ça, c'était pour la partie plutôt amusante. Mais le Figaro nous explique que la cote d'avenir de Marine Le Pen s'envole. Dans les sondages, elle va plutôt bien. Elle est considérée par beaucoup de Français comme la troisième personnalité qui serait amenée à jouer un rôle important dans les mois à venir. Alors ce qui est peut-être inquiétant pour le Parti socialiste et pour l'opposition, c'est que finalement, elle n'a pas fait grand-chose ces derniers temps. Elle s'est fait plutôt discrète, mais on voit que l'action du gouvernement à gauche a du mal à porter ses fruits et qu'à droite, on est en train de s'entre-déchirer. Donc finalement, Marine Le Pen grimpe dans les sondages en ne faisant pas grand-chose. On termine avec la question des Roms qui ne quitte plus la une des médias. Alors, autre sondage, cette fois-ci sur le site du Point. Alors, cette question des Roms a pris un petit peu le visage de ces deux ministres, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et Cécile Duflot, la ministre du Logement, qui l'a attaqué récemment parce qu'elle considère qu'il met en danger le pacte républicain avec ses propos sur les Roms. Il suffit de rappeler simplement que Manuel Valls avait expliqué que les Roms n'avaient pas vocation à être intégrés. Alors, évidemment,
évidemment, on a droit au sondage qui va avec. 65% des sondés se disent plus proches de Manuel Valls, contre 28% pour Cécile Duflot. Et puis, ce qui a alimenté aussi un certain nombre de chroniques aujourd'hui, c'est le fait que Matignon a désormais décidé d'encadrer de façon un petit peu plus stricte la communication des ministres. Et dans cette histoire, quelqu'un est venu exprimer son opinion de façon un petit peu inattendue. C'est le compagnon de Cécile Duflot, Monsieur Cantat, qui a publié un tweet où il évoque justement cette volonté de reprendre le contrôle de la communication. Il dit: si j'ai bien compris, Valls devra obtenir l'autorisation de Matignon avant de pouvoir tenir des propos racistes. Alors évidemment, ce tweet a suscité pas mal de réactions. Il l'a supprimé, en tout cas, il a été supprimé. Il explique que ce n'est pas lui qui l'a supprimé, mais en tout cas, certains considèrent que c'est un petit peu irresponsable de sa part. Tweet irresponsable, posté puis effacé. On se souvient que le compagnon de Cécile Duflot avait fait parler de lui avec un tweet justement le 14 juillet. Le 14 juillet dernier. Exactement, le voici ce tweet. C'était le 14 juillet dernier. Fier que la chaise à mon nom reste vide au défilé de bottes des Champs-Élysées. Ça a dû beaucoup discuter à la maison. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve un peu plus tard. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, 19h10 pour une semaine dans le monde. Très belle soirée. À demain.